Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. L'actualité politique du jour reste internationale. Elle va nous amener à reparler de cette tension entre Israël et le Proche-Orient avec, il y a quelques minutes, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était avec Laurent Neumann. Les inquiétudes d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le président de la République à Aix-la-Chapelle, où il a reçu cette médaille Charlemagne pour sa vision de l'Europe. Et là, l'Europe, elle a surtout besoin non pas d'une vision, mais d'actions concrètes. Quand on a entendu notamment l'inquiétude manifestée par la chancelière Angela Merkel, où elle a lancé un message à l'ensemble des Européens en disant aujourd'hui, avec ce qui se passe, on sait qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis dans la diplomatie pour nous protéger. Oui, mais alors, y a-t-il un plan B? Quelle est l'alternative, notamment en ce qui concerne les États-Unis et l'Iran? Vous entendrez aussi ou vous réécouterez le pessimisme de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui était donc avec Laurent Neumann. Hormis ces affaires internationales, les affaires françaises vont nous amener à reparler de la taxe d'habitation. Elle sera supprimée pour l'ensemble des Français, mais ces 26 milliards qui vont manquer dans les caisses de l'État, alors là, où est-ce qu'on les trouve? Toute la question. Et on peut faire confiance au génie de Bercy, au génie du ministère de l'économie qui va inventer quoi? Une surtaxe. Normalement, c'est l'une des pistes à l'étude, une surtaxe sur les résidences secondaires. On en parle avec Laurent Neumann, Éric Brunet et Bruno Jeudi. Et puis, autre sujet de discussion ce soir, c'est la consultation que les cheminots, que les syndicats vont lancer auprès des cheminots avec une question toute simple en ce qui concerne la SNCF. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme? Alors, on sent venir déjà un peu la réponse, mais c'est une manière de montrer qu'il y a une réelle mobilisation qui est toujours là. Comme tous les soirs, c'est à vous de réagir avec le hashtag 20HPOL sur la situation internationale, sur la suppression de la taxe d'habitation et sur la consultation de la SNCF. Je voudrais qu'on écoute d'abord la chancelière allemande, Angela Merkel. Aujourd'hui, elle était avec Emmanuel Macron pour parler vision de l'Europe, remettre le prix Charlemagne. Mais il faut bien écouter les mots prononcés par Angela Merkel lorsqu'elle a évoqué le fait que les États-Unis tournent le dos à l'accord avec l'Iran et la situation internationale. Les conflits se jouent devant les portes de l'Union européenne. Et les États-Unis ne vont pas nous protéger. L'Europe doit prendre son destin en main. Ensemble, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont défendu leur position envers l'accord sur le nucléaire iranien. Nous savons que la situation est très difficile. Et l'escalade qui a eu lieu ces dernières heures nous démontre clairement qu'il s'agit d'une question de guerre et de paix. Et j'appelle toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue. Laurent Neumann, il me semble que c'est peut-être la première fois que l'on entend la chancelière allemande, Angela Merkel, aussi pessimiste et employer un ton aussi grave. Elle prévient en même temps aussi, on a l'impression qu'elle appuie sur un bouton d'alarme. Elle prévient l'ensemble des Européens. Elle parle aux autres pays européens parce que ce discours qu'elle tient, il ne pose aucun problème avec Emmanuel Macron et même bizarrement avec les Britanniques qui viennent de faire le Brexit et de quitter l'Europe. Mais sur ces questions de défense, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ces trois-là. Mais il faut parler aux autres membres de l'Union européenne. Et là, c'est plus compliqué. En gros, cette décision de Donald Trump, elle est terrible en l'occurrence pour les Européens et notamment pour le maintien de cet accord avec l'Iran, mais elle peut être aussi le début de quelque chose. C'est à ça qu'appelle Angela Merkel. Mais est-ce que les autres pays, et je pense notamment aux pays de l'Est de l'Europe, ceux qui ont des accords commerciaux, militaires, d'armement avec les États-Unis, est-ce qu'ils seront d'accord? Quel pays? La Pologne notamment? La Pologne par exemple. Oui. Est-ce qu'ils seront tous d'accord pour être sur cette ligne d'Angela Merkel? Mais quand elle dit, ce qu'elle dit, c'est qu'on est à un tournant. Ou l'Italie également. Mais attendez, quand elle dit les États-Unis ne vont pas nous protéger, ça veut dire quoi, ne vont pas nous protéger? C'est-à-dire que le temps de l'Amérique alliée indéfectible ou avec des intérêts communs, aujourd'hui, tel qu'on le connaissait, c'est terminé. Ça veut dire que dans tous les domaines, désormais, l'Europe doit apprendre à se débrouiller sans les États-Unis. En tout cas, tant que Donald Trump est là. Donald Trump, quand il prend cette décision de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, il ne se préoccupe absolument pas des conséquences que cela peut avoir sur l'Union européenne. Pas simplement d'ailleurs les conséquences militaires
militaire ou dans la lutte contre le terrorisme, mais les conséquences économiques. En gros, il fait une forme de chantage désormais à toutes les entreprises européennes qui pourraient commercer avec l'Iran. Si vous continuez pour faire vivre cet accord, eh bien, vous serez sanctionnés. Et quand Trump et les Américains parlent de sanctions, en général, les entreprises les prennent au sérieux, parce que la dernière fois, c'était avec la BNP qui a dû payer 9 milliards de dollars de sanctions. C'est pas rien. Et surtout, ne plus pouvoir commercer avec les États-Unis, sauf à payer ces sanctions. Elle est intéressante, l'image que vous venez de rediffuser d'Angela Merkel, parce que on mesure quand même un certain désarroi. Vous voyez, et finalement, elle est témoin d'un changement de paradigme terrible en Europe. Un peu d'impuissance, quoi. Elle a été celle qui a triomphé presque envie de dire dans l'ancienne Europe, c'est-à-dire dans l'Europe d'il y a encore quelques mois, ou on va dire il y a quelques années. Et puis maintenant, elle assiste effectivement à cette espèce de cavalier seul, diplomatique et même sur le plan international de Trump, qui n'interroge pas l'Europe. Et pire que ça, elle a une Europe qui ne fait plus sens. Pardon, mais on reviendra sur le discours de Macron. La réalité, c'est que derrière cette vision grandiloquente, belle et pleine de noblesse de l'Europe et de Macron, il n'y a personne derrière. Les Italiens, on l'a compris aujourd'hui, on risque d'avoir une coalition entre le mouvement 5 étoiles populiste et l'extrême droite en Italie. L'extrême droite est au pouvoir dans l'exécutif de nombreux pays européens. On parle toujours de la Hongrie, mais oublions la Hongrie. Dans beaucoup de pays européens, l'extrême droite est aux affaires. Tout ça pour dire que le projet européen, il est en panne, bien évidemment, mais qu'en plus, sur des questions comme l'accord du nucléaire iranien ou bien sur Trump et les États-Unis, il n'y a plus de cohésion européenne, il n'y a pas de cohésion européenne. L'Europe n'est plus aujourd'hui qu'une juxtaposition d'États-nations. Avec une circulation des biens ou des flux financiers sans diplomatie et sans défense. Mais le pessimisme d'Angela Merkel aujourd'hui, ou plutôt son réalisme, on va dire ça comme ça, il était certes compris, approuvé par Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, il a tenu, et c'est normal, face aux jeunes, face aux étudiants avec lesquels il a dialogué, a montré que l'Europe avait encore une carte à jouer lorsqu'on lui a remis ce prix Charlemagne pour sa vision de l'Europe. La vision, c'est bien, mais aujourd'hui, il faut des actions. Voilà ce qu'il disait devant les jeunes. Nous sommes signataires, nous restons. Et on demande à l'Iran de rester aussi dans l'accord et donc de ne pas reprendre. Et donc n'abandonnons pas ce que nous avons fait il y a maintenant près de 3 ans. Et évitons toute escalade. Malheureusement, la nuit dernière, vous avez encore vu qu'il y avait eu des tirs entre Iran et Israël. Le risque est une escalade, une montée en tension. Et j'ai dit, nous, on peut travailler sur quelque chose, c'est pour moi le deuxième axe, de plus large. Je prends Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis au mot. Ils nous disent, l'accord de 2015 sur le nucléaire n'est pas suffisant. Chiche, travaillons sur quelque chose de plus large. Enfin, encore faut-il que ceux qu'il vient de nommer, ils ont envie de travailler avec la France et de travailler avec l'Europe, Bruno Jeudi. On n'a pas l'impression. Hein. Absolument. Je voulais revenir sur ce que vous évoquiez avant avec Angela Merkel. Angela Merkel, c'est quelqu'un qui est économe de ses mots. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, ça résonne très fort. Pourquoi ? Parce que les USA ne vont pas nous protéger. L'Europe doit se prendre en main. L'Europe doit se prendre en main quelque part, comme le disait Eric, c'est quand même, elle se rend compte que aujourd'hui l'Europe est nue et doit absolument prendre des initiatives. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, les Allemands... Il faut un leader pour ça, pour prendre les initiatives. Et surtout, les Allemands, eux, ont plutôt freiné une espèce d'Europe qui serait différente, qui irait peut-être vers une Europe de la défense, vers une diplomatie plus unifiée. Toute chose que Emmanuel Macron, par ailleurs, développe dans un certain, il est écouté en Europe, mais en même temps, on ne voit pas trop qui est d'accord avec lui pour l'instant. C'est assez compliqué. Il est assez isolé. Il n'a pas beaucoup d'alliés pour l'instant sur cette vision d'une Europe plus souveraine, plus intégrée. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'elle fait un constat extrêmement pessimiste. Oui, mais c'est un constat d'échec pour l'Europe là aujourd'hui. C'est un constat d'échec. Vers qui on se tourne ? C'est-à-dire quel leader ? La réalité, c'est que qui peut taper du poing sur la table en disant on est français et on est absolument convaincus qu'avec cet affaiblissement d'Angela Merkel, d'un certain le Brexit, le visage, n'est-ce pas, de Jupiter va émerger comme une évidence pour tous les pays d'Europe. Mais c'est pas vrai. Il y a eu des blagues du Premier ministre néerlandais il y a quelques temps à propos d'Emmanuel Macron qui disait, lui qui vient donner des leçons avec sa vision grandiloquente de l'Europe, il ferait bien de mettre ses comptes publics d'équerre parce que nous on a un budget impeccable, nous les Néerlandais, pas les Français. Et
puis il a même fait une mauvaise blague, en disant il a une vision pour l'Europe, mais je crois savoir que quand on a des visions, oui, mais là, on se fait la question. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une attente. Oui, chez mais là, les la question, Européens c'est de rester unis face aux Américains. C'est ça aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux. Pour espérer sauver cet accord que Donald Trump vient de dénoncer, les Européens doivent déjà rester unis. Justement, et Laurent le disait, c'est pas forcément gagné que les 28 le soient. Justement, Laurent, puisque vous étiez il y a quelques minutes en direct avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, très franchement, en l'écoutant, Le Drian qui lui aussi est assez économe de ses mots, quand il parle, il faut l'écouter attentivement. On n'avait pas beaucoup de lumière au bout du tunnel diplomatique. On réécoute Jean-Yves Le Drian. Mais il n'y a pas de plan B. Il y a toujours un accord. Le plan B, ça veut dire renoncer à tout dialogue et à tout accord avec l'Iran. Et le plan B, inévitablement, peut conduire à la guerre. Donc il n'y a pas de plan B. Il y a le plan A, qui est aujourd'hui l'accord de Vienne, qu'il convient de respecter. L'ensemble des signataires, à part les États-Unis, sont toujours partie prenante à cet accord. Il faut donc maintenant tout mettre en œuvre pour que cet accord soit respecté. Oui, mais le plan B, sa phrase est très forte. Oui, d'accord. En gros, ce que l'on entend, c'est il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment entre les forces iraniennes qui sont présentes en Syrie et Israël. Or, la seule porte de sortie, ce serait la négociation d'un autre accord plus large. Mais ça, on a bien compris que ça allait prendre des mois, peut-être des années, et qu'il faudrait mettre tout le monde d'accord, de Poutine aux Chinois, en passant par tous les membres du Conseil de sécurité et même les forces localement présentes dans cette région du monde. Donc très compliqué. Et ce que pointe Jean-Yves Le Drian, c'est en réalité la crise internationale la plus grave qu'Emmanuel Macron ait eu à traiter. Il y a les questions de sécurité, évidemment, mais il y a des questions économiques aussi. Et je le répète, pour que cet accord avec les Iraniens tienne, il faut encore que les entreprises, c'était un donnant-donnant, continuent à commercer avec l'Iran. Bien sûr. Mais si elles sont menacées de sanctions, à un moment donné, les Iraniens risquent de dire « Attendez, on nous envoie des contrôleurs pour voir notre arsenal nucléaire, et en plus, quel axe de pression on peut trouver, Laurent Neumann, pour dire ce plan A, il tient toujours? Quel est notre axe de pression? Vers qui on se tourne? Avec qui on dit venez avec nous et puis on va montrer aux Américains ce qu'on peut faire? Mais d'abord que tout le monde reste dans l'accord. Trump a dit je m'en vais. Donc c'est fini, c'est plié, c'est mort. Garder l'Europe unie avec la Chine et la Russie. On verra comment ils évolueront. Mais d'abord, garder tout le monde dans l'accord. C'est ça déjà le Et Jean-Yves Le Drian l'a confirmé ce soir. Moment très important, le voyage d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg, où il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Et c'est peut-être lui, au fond, Vladimir Poutine, qui a les clés de cette histoire. Ouais. On en reparlera tout à l'heure dans le 20h30. D'ailleurs, on sera en direct aussi avec Céline Martelet du plateau du Golan, qui est l'axe stratégique, vous avez bien compris, annexé par Israël, contesté par la Syrie, c'est utilisé par l'Iran. Et elle nous dira quelle est la situation sur place, justement. Les affaires françaises, on y vient. Il est question de gros sous. Écoutez bien le chiffre, 26 milliards. L'ardoise que représente la suppression complète de la taxe d'habitation interviendra au plus tard d'ici 2021. Mais bon, ça 26 milliards. Il faut les trouver quelque part, d'autant que le président a promis qu'il n'y aurait pas d'impôt supplémentaire. Taxe d'habitation, donc 2021. Bon, alors là, c'est pas compliqué. Comment compenser le manque? Alors, vous savez, en France, quand on a un problème financier, on crée quoi? Un impôt ou une taxe. Mais là, le président a dit la suppression ne serait pas compensée par un impôt supplémentaire. Or, parmi les pistes envisagées, on nous dit une surtaxe foncière pour les résidences secondaires et les logements vacants. On se fout de qui? Il y a deux informations, si vous me le permettez. D'abord, il y a le fait que cette suppression de la taxe d'habitation ne concernera pas les résidences secondaires. C'est déjà une première information. Oui. La deuxième information, c'est que cette taxe sur les résidences secondaires, elle va augmenter. Mais attendez, ça choque qui? Et ça, en quoi est-ce nouveau? Il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Personne ne croit depuis le début que cette suppression de la taxe d'habitation, qui au départ ne devait concerner que 80%... Pendant la campagne, il va bien falloir trouver l'argent. Mais comment on compense ces revenus pour les collectivités locales? D'où tombe l'argent, à votre avis? Donc il va bien falloir trouver une solution sans que ça pénalise le pouvoir d'achat des Français eux-mêmes, mais à un moment donné, il faudra bien trouver l'argent quelque part. Deux choses quand même. On réalise, après avoir été un petit peu anesthésié par cette première année de Macronie, on réalise qu'en réalité, la dépense publique 2018, on le savait depuis un moment, mais enfin là, ça nous saute au visage, elle est plus élevée que l'année dernière. Donc voilà, donc en gros, il n'y a pas de miracle, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver plus d'argent en 2018
qu'en 2017. Donc bien évidemment, c'est l'éternelle manie française qui reprend avec Macron comme avec ses prédécesseurs. Rien n'a changé sur cette question. Le deuxième constat, c'est que Macron a un certain tropisme, c'est faire peser tout cela sur les épaules des propriétaires. Je sais pas, Macron n'aime pas tellement les propriétaires, les gens qui ont du foncier, y compris d'ailleurs les gens modestes qui ont acheté leur résidence principale, ils sont salariés depuis 20 ans, 30 ans, ils ont remboursé un prêt pour financer leur résidence principale. Pire, si jamais ils ont acheté une petite résidence secondaire dans le Morbihan ou dans la Creuse, ceux-là vont être les cochons de payeurs, puisque là on le voit clairement, cette surtaxe sur la... Non mais attendez, franchement, il faut le dire, aujourd'hui, les propriétaires, voilà, sont cocus. Les cocus fiscaux. C'est les cocus de l'ISF. Ce seront les cocus aussi de la résidence secondaire. Non mais là, faut être sérieux 2 secondes. Il y a quelques jours, on expliquait qu'Emmanuel Macron, c'était le président des riches. Là, aujourd'hui, on nous annonce que les propriétaires immobiliers, et surtout ceux qui ont une résidence secondaire, c'est des à millions moins de d'être Français. contredit, ce ne sont pas les plus pauvres. Ceux-là vont payer plus. Avant de me pulvériser, attendez. Mais attendez, avant de me pulvériser, que j'aille au bout de ma phrase. Que je sache, ceux qui peuvent se payer et un domicile principal et une résidence secondaire, ceux-là, ils n'ont pas de problème à la fin du mois. Donc c'est pas illogique. Pour une fois, la gauche ne pourra pas tomber à bras raccourcis sur Emmanuel Macron. Et c'est peut-être ça qu'ils cherchent en réalité. Non, mais maintenant, vous pouvez pulvériser Neumann. Non, mais la question, non, parce que du coup, il m'a laissé aller au bout de ma phrase. Non, mais la question, de toute façon, la suppression de la taxe d'habitation allait entraîner forcément la recherche d'une ressource nouvelle, supplémentaire, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais les économies, elles sont où? Mais les économies, on peut pas faire d'économies. On a cru, il y a une baisse du déficit conjoncturel, effectivement, ils ont fait l'année dernière, ils ont essayé de boucler en dépensant un peu moins d'argent, mais le déficit structurel énorme en France, qui fait qu'on est un des plus mauvais élèves de la classe européenne, n'a pas bougé, il a même augmenté. Donc le déficit structurel, il n'a pas bougé. Mais on est numéro 1 dans les prélèvements aussi en France. Alors il faudrait savoir. Il y a un moment, il faudrait qu'on va. Juste une chose, il y a une baisse de l'inflexion du déficit, mais il y a une augmentation du déficit. Il y a une augmentation du déficit. Avec Macron, il y a une augmentation du déficit. Simplement, la ligne, au lieu de faire ça... Non mais attendez. Bruno, Laurent... Il va falloir trouver des ressources. Il va falloir trouver des ressources pour compenser cette taxe d'habitation. Le seul problème dans cette histoire, c'est pourquoi pas. Moi, je pense que depuis le début, il faudra simplement... L'État est malin. C'est les maires qui vont devoir supporter à l'arrivée, quand vous recevez votre feuille d'impôt local. C'est le maire, quelque part, dans l'esprit des gens, qui est celui qui fixe les taux. Donc c'est assez malin comme jeu de bonne taux. Oui, mais c'est le maire aussi qui pourra dire si on baisse c'est le maire aussi qui pourra dire qu'on baisse cette taxe ou au contraire qu'on la monte. Il aura cette liberté-là. Avouez quand même que c'est quand même un jeu de vases communicants qui ressemble à ce qui était fait sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande. C'est un indémodable de la politique fiscale française. D'accord, mais la classe moyenne supérieure va encore dire c'est moi, c'est encore moi qui vais payer. C'est toujours la même catégorie qui paye. Emmanuel Macron, à tort ou raison, c'est un autre débat politique. Il est extrêmement cohérent pour le coup. Il dit je m'en prends aux rentiers et je veux favoriser le travail. Les rentiers, ce sont ceux qui possèdent l'immobilier. Et d'ailleurs, quand il supprime l'ISF, il ne supprime pas tout l'ISF, il supprime l'ISF sur l'argent mobilier qui peut se réinvestir dans l'économie. Moi, j'ai du mal à y croire, mais c'est son pari. En revanche, il maintient l'ISF sur la partie immobilière, ça s'appelle l'IFI, parce qu'il considère que cet argent est gelé. On peut être pour ou contre, mais au moins c'est cohérent. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire ça à une heure de grande écoute. J'ai le droit de dire ça. On est dans un pays où, depuis des décennies, on dit aux gens, si tu es salarié, tu as un peu d'argent de côté, tu as épargné, achète ta résidence principale, Donc il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de leur résidence principale, secondaire, ou de leur résidence secondaire et qui ne sont pas des riches. Mais il y a des millions de Français qui sont des salariés et qui ne sont pas des riches, qui ont une résidence principale, voire même qui ont acheté une résidence secondaire. On n'en est qu'au début du pataquès, à mon avis, sur cette taxe d'habitation. C'est pas fini. Compenser les 26 milliards. Où on est dans la contestation de la réforme SNCF, on attend la journée sans cheminot du 14 mai, les prochaines rencontres entre gouvernement et syndicats, et des syndicats qui ont lancé la consultation auprès des salariés du 14 au 21 mai. Question simple et attente d'une réponse simple. La question qui sera posée aux cheminots sera: êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement? Nous n'avons absolument aucun doute sur le fait que les cheminots ne soutiennent pas cette réforme. Donc il n'y a pas d'enjeu de participation. C'est une question de réponse à l'argument qui consisterait à dire que 80% des agents sont favorables à cette réforme.
Mais à quoi elle sert cette consultation, cette réforme? Alors dites-moi, quel est le... C'est-à-dire ça sert à arriver après le 21 mai devant le Premier ministre ou la ministre des Transports en disant regardez, vous ne pouvez pas dire que la mobilisation faiblit, taux de vote de je ne sais pas combien de pourcents, parce que alors... Bon, la stratégie, elle est assez claire. On va peut-être bourrer les urnes aussi. La stratégie, elle est claire. Le taux de grévistes baisse, la colère sociale, la contestation s'essouffle. Emmanuel Macron est peut-être en train de gagner tout doucement une forme de guerre d'usure contre les syndicats. Et la réforme, elle continue à avancer. Donc il fallait trouver quelque chose, d'où ce référendum interne. Moi, j'ai l'impression, c'est légitime. Mais il est utile, puisqu'on n'en tiendra pas compte. Personne n'en tiendra compte, ça ne changera rien. Mais je crois qu'ils ont fait une erreur de communication, les syndicats, sur ce coup-là. Parce qu'ils ne peuvent pas dire depuis le début de ce conflit qu'en réalité ils se bagarrent pour la défense du service public et donc pour l'ensemble des Français, et au moment de faire un référendum n'interroger que les salariés. Alors si on n'interroge que les salariés de la SNCF, ça veut dire que cette réforme ne concerne que les salariés de la SNCF. C'est le contraire de ce... Et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient commis cette erreur. Si c'était pour la défense du service public, alors il fallait aller se tirer la sonnette de Matignon et leur dire nous vous demandons un référendum national. Et ils auraient trouvé du soutien du côté de la France Insoumise, au Parti Socialiste. Beaucoup de gens auraient soutenu une telle initiative. Or là, en concentrant ça sur l'interne... Ils savaient que sur le référendum national, il y a des sondages quasi hebdomadaires, on sait à peu près que ça baisse régulièrement. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Je pense qu'ils sont sur la défensive, ça c'est vrai, c'est clair, ça a été bien expliqué par Laurent. Ils essaient de faire coïncider leur consultation avec le nouveau rendez-vous avec Édouard Philippe à la fin du mois de mai, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a, on va dire, avec le texte au Sénat, où il y a des possibilités de faire bouger à la marge quelques éléments, mais clairement ils sont sur la défensive, ils essaient de retrouver un peu des couleurs à travers ce référendum, cette consultation. Bon, à mon avis, la guerre d'usure, elle commence un petit peu à durer longtemps pour les syndicats. Là. Ne tombons pas dans le piège, parce qu'on utilise des grands mots, référendum. Il y a simplement un gouvernement élu légalement qui a décidé de faire des réformes et qui réforme un tantinet la SNCF. Voilà. Et donc là, on est en train de nous dire, attendez, nous sommes légitimes à organiser un référendum. Non. Ce référendum, cette consultation n'a strictement rien de légitime. Aujourd'hui, le gouvernement avance. Simplement, il y a un bras de fer qui est en train de se jouer, qui est assez intéressant. Sur la fin du statut des cheminots qui seront embauchés à partir de 2020, il va y avoir une nouvelle convention collective. Voilà. Et beaucoup de gens vous disent de façon à voix basse, vous glissent à l'oreille que cette convention collective, elle est en train d'être négociée et qu'elle va être tellement protectrice pour les personnels de la SNCF. Bien évidemment, ça ne sera plus tout à fait le statut de cheminot, mais ça sera quelque chose qui va ressembler... que l'UNSA et la SFDT vont au rendez-vous avec Mme Borne. Bien évidemment. La réalité, c'est que la CGT, qui a essayé de faire passer Macron pour une espèce de Margaret Thatcher version française, nous a bien enfumé cette réforme de la SNCF. Vous le verrez, on en parlera, j'en suis convaincu, dans quelques mois, sera une réformette qui ne changera pas au fond, en profondeur, les problèmes douloureux de la SNCF. Pour Éric, les réformes ne sont jamais assez libérales. Je ne suis pas libéral, non. Mais en tout cas, pas moi qui parle. Non, en tout cas, ce qui est important, me semble-t-il, parallèlement à ce référendum, c'est le fait qu'effectivement, deux syndicats, Bruno le disait, la CFDT et l'UNSA, acceptent de retourner chez la ministre des Transports. Attendez, la semaine dernière, vous vous souvenez, ils ne voulaient plus discuter avec la ministre des Transports, ils ne voulaient parler qu'au Premier ministre. Et là, tout à coup, il y en a deux qui commencent à se détacher. C'est peut-être les premiers signes de fissures sérieuses dans le front syndical uni. C'est exactement ce que cherche Matignon. Peut-être la porte de sortie du conflit qui commence à s'entrouvrir. On va regarder vos réactions sur Twitter. 3 réactions que nous avons sélectionnées. Avant d'appeler Rouhani à rester dans l'accord de Vienne, la communauté européenne et Macron en tête devraient demander à Netanyahou de montrer les preuves de non-respect iranien qu'il affirme détenir. Si l'Europe doit prendre sa sécurité en main, récupérons les milliards d'euros que les États européens versent à l'OTAN pour financer directement notre défense. C'est vrai. C'est vrai que Trump, l'OTAN, on a strictement plus rien à faire aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian n'a pas voulu répondre à cette question. Il a dit que ce n'était pas le sujet, qu'il n'était pas question de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Écoutant les réactions des chefs d'État européens après la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien, grosse impression d'un enchaînement de vœux pieux, comme si des bisounours faisaient des colliers de nouilles. C'est assez sévère, mais ça peut résumer ce que l'on ressent en ce moment. Dans un instant, nous reviendrons du côté de Strasbourg sur la conférence de presse de la famille Musinga, les parents de Naomi. Ils attendent la vérité sur le dysfonctionnement qui a conduit à la mort de leur fille, mais ils ne veulent pas faire de l'opératrice du SAMU le bouc émissaire de ce drame. Dès 21h, accompagné de ses chroniqueurs,
Nathalie Lévy accueille chaque soir des débats enflammés et vous offre un regard plus riche sur l'actualité de la journée. L'info sur un ton différent, c'est News et compagnie. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Dirigeant, parce que chaque session d'entreprise est unique, Aurignac Finance optimise vos intérêts sur les opérations entre 5 et 100 millions d'euros. Aurignac Finance, servir et rendre possible. Just another day. You got time to play. Keep my motor on till the job is done. Tough work, tough work. When the going gets tough, tough is not enough. These four lonely walls have changed the way I feel. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Chérie, je voulais te dire que... Oui? T'as fait un truc à tes cheveux? Non. Vous allez voir du cinéma partout. Nouveau avec les offres SFR. Profitez de tout le cinéma que vous aimez, des héros préférés de vos enfants et des séries exclusives comme Taken ou Victoria. Avec SFR Ciné-Série sans engagement à seulement 4 € par mois pour les clients SFR au lieu de 10 €. Bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, le perfectionniste. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, roi de la frime. Bienvenue à toi, le méchant du film. Bienvenue à toi, de la mafia. Bienvenue à toi qui envoie du bois. Bienvenue à toi et mini-toi. Manomano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Comme ça, elle respirera mieux. Et c'est parti pour le tour du monde. Économiser sur tout, oui, sauf sur le beau. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt. Pour moi, c'est le bois. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Les pains Jacquet, j'aime. Tu aimes. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment, leur meilleur blé. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. Et elle, c'est Agathe. Elle a du style. Tout comme sa Citroën C3, série spéciale L. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle.
sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives. Pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra Aloe Vera peau sensible, de Sow Bioéthique. Trouvez le plus beau cadeau pour la plus belle des mamans. Avec Swarovski. Nouveau Renault Koleos, voiture officielle de BFM Business. Réservez votre essai au 3023. On reprend le fil de l'actualité, 20h35 en direct jusqu'à 21h soir. Nous allons reparler de la quête de vérité de la famille Musinga, les parents de Naomi, décédés parce qu'une opératrice du SAMU avait négligé son appel. Que justice soit faite, ils déclarent le père et la mère, depuis ce décès en décembre. Ils estiment avoir été aussi baladés. Ils dénoncent le manque d'humanité. Nous réécouterons leurs propos et on retrouvera Johanna Giglia en direct de Strasbourg. Elle a suivi cette conférence de presse. Iran-Israël, la guerre des missiles et roquettes est déclarée. L'Europe s'inquiète de l'escalade, d'autant qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis. C'est ce que dit Angela Merkel. Nous serons dans un instant en direct du plateau du Golan, en direct de Tel Aviv, en direct de Téhéran. Et nous écouterons les analyses de Bruno Jeudi et Régis Le Sommier. Et puis ce soir, nous serons à Cannes aussi pour la présentation en compétition du film français de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite avec Vincent Lacoste et Denis Podalides. C'est Candice Maout qui est sur la croisette pour BFM TV. La météo, regardez ce qui vous attend demain. Du soleil quasiment sur toute la France. Ciel voilé en Bretagne et un peu à l'est, avec des risques de pluie. Les températures le matin, 3 degrés du côté de Cherbourg et d'Aurillac, 6 à Lille, 7 à Dijon et Bordeaux, 14 à Marseille et 16 degrés sur la Côte d'Azur. La famille de Naomi veut donc toute la vérité sur la mort de leur fille et elle n'a pas de mots assez durs. On s'est moqué d'elle et on s'est moqué de nous. C'est ce que déclare la famille Musinga. Mais ils tiennent aussi à ce que l'opératrice du SAMU ne serve pas de bouc émissaire si jamais il y a une chaîne de responsabilité à établir. La famille Musinga est donc sortie de son silence aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Strasbourg. Juliette Andrieux. Ils se sentent enfin entendus. Depuis la mort de Naomi, sa famille n'a que des questions et aucune réponse. Pourquoi l'appel de ma fille n'avait pas eu de réponse, elle qui manifestait ses douleurs profondes? Pourquoi l'autopsie n'a pas été faite, n'est-ce pas, à temps? Et pourquoi on a laissé le corps de ma fille en putréfaction comme ça, comme si c'était un corps de quelqu'un qui est mort à l'autoroute, qu'on a oublié comme ça? Naomi aurait-elle eu une chance de vivre si elle avait été prise en charge plus tôt? Des explications difficiles à obtenir, tant la famille a eu l'impression d'être baladée. On était obligé d'appeler régulièrement, toutes les semaines. On se relayait avec mon père pour être sûr quand est-ce qu'il y aura un résultat d'autopsie. On a attendu presque 2 mois pour l'autopsie. Les examens n'ont rien vraiment donné. Écoute, peut-être c'est ceci ou cela qui a causé aussi. Mais il n'y a pas de précision. Puis plus rien, jusqu'à ce qu'ils demandent le dossier médical de leur fille, mais aussi l'enregistrement de son appel. Qui est cette première femme qui avait moins l'alerte, qui ne l'a pas bien passé chez l'autre, et dont
cet autre-là aussi n'a pas fait aucune attention même. Donc je veux ces noms-là, je veux savoir pourquoi elle a fait ça. Pas question de faire de l'opératrice un bouc émissaire. Pour la famille, c'est toute la chaîne de responsabilité qu'il faut remonter. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Strasbourg pour non-assistance à personne en péril. Nous sommes en direct de Strasbourg avec Johanna Giglia pour BFM TV. Johanna, vous avez suivi cette conférence de presse dont on vient de voir le résumé et on a bien perçu toute la dignité et la détermination de la famille Musinga. Absolument, hein, c'est tout à fait ce qui émanait de la famille. Et d'ailleurs, l'avocat nous disait le temps de la colère est passé et maintenant, c'est le moment de la vérité. On a rencontré le frère qui a confié à notre équipe qu'il avait fait son deuil, mais qu'il ne pouvait pas tourner la page parce qu'il y avait trop de questions. Alors on sait que la famille est très soutenue par des proches et qu'il y a un collectif qui a été monté. Il s'appelle Justice pour Naomi et c'est ce même collectif qui organise la marche blanche qui va se dérouler mercredi prochain. Et cette marche blanche, elle est très importante car elle va permettre d'apaiser les tensions. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en colère, mais cette marche, comme nous disaient les organisateurs, eh bien, sera à l'image de Naomi, douce et pacifique. Alors pour les prochaines étapes, demain, l'avocat va compléter la plainte et demander l'ouverture d'une information judiciaire pour que la famille puisse avoir accès au dossier. Alors ce combat, c'est un combat pour eux, mais pas seulement. Il faut absolument savoir ce qui s'est passé afin que cela ne se reproduise plus jamais. C'est ce que nous a confié la mère de la jeune femme. Johanna Giglia en direct de Strasbourg avec Julie Dubois pour BFM TV. Dans un instant, nous serons à Tel Aviv et Téhéran avec Stéphane Amar et Mariam Pirzadeh parce que jamais le mot guerre n'était revenu aussi souvent dans les conversations aujourd'hui pour reparler de la tension entre Israël et l'Iran, surtout depuis les frappes de la nuit dernière sur les positions iraniennes en Syrie, représailles au tir de Téhéran vers le plateau du Golan. Céline Martelet est d'ailleurs sur le plateau du Golan pour BFM TV. Cette zone du plateau du Golan reste évidemment sous haute surveillance ce soir et ce, même si aucun tir de missile ou de roquette n'a été signalé depuis la nuit dernière. Le bouclier antimissile israélien appelé ici d'homme de fer n'a pas été réactivé. Toute la journée, les écoles des quelques colonies implantées ici en territoire annexé par Israël sont restées ouvertes. Aucune restriction de circulation également. Mais sur la route, pour venir jusqu'ici, nous avons croisé de nombreux camions transportant du matériel militaire. Preuve qu'Israël se tient prêt à intervenir à nouveau s'il le faut, comme la nuit dernière. Il faut rappeler que nous sommes ici tout proche du territoire syrien qui n'est qu'à quelques kilomètres et c'est depuis la Syrie que l'on voit derrière moi qu'ont donc été tirées la nuit dernière au moins une vingtaine de roquettes selon l'armée israélienne, mais aucune n'aurait atteint Israël, soit parce qu'elles ont été interceptées par le bouclier antimissile, soit parce qu'elles ont raté leur cible et qu'elles ont explosé avant d'atteindre la frontière. Direction Téhéran maintenant pour retrouver Myriam Pirzadeh, la correspondante de France 24 dans la capitale iranienne. Est-ce que du côté de Téhéran, Myriam, on a intérêt, et je mets les guillemets, à ce que cette escalade continue ou pas ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, Hassan Rouhani s'est exprimé avec Angela Merkel. Il a dit que il n'était pas dans l'intérêt de l'Iran que ces tensions continuent. Mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Vous savez, aujourd'hui à cette escalade, il y a seulement eu une prise de parole du vice-commandant des gardiens de la Révolution qui sont pointés du doigt par Israël. Il a indiqué qu'il n'y aura pas de désarmement dans la lutte contre les ennemis. Et les gardiens de la Révolution qui ont appelé au renforcement des capacités de défense de la République islamique juste après l'annonce de retrait de Donald Trump de l'accord. Pour le moment, aucune confirmation de Téhéran sur ces tirs de roquettes. Cela pourrait toutefois être une riposte à une frappe aérienne sur une base militaire de Homs qui avait tué 7 Iraniens en avril. Téhéran avait prévenu l'attaque du régime sioniste en Syrie ne restera pas sans réponse. Fin de citation. Effectivement, Hassan Rouhani a une autre priorité en ce moment, c'est celle de sauver cet accord sur le nucléaire dont il est l'architecte. C'est la condition posée notamment par le guide suprême. Il va envoyer son ministre des Affaires étrangères pour tenter de sauver ce qu'il reste de cet accord et tenter surtout de convaincre les Européens d'apporter une garantie. Lundi, il y aura donc une réunion très importante entre le chef de la diplomatie iranienne et ses 3 homologues européens. Il faut dire que la balle ici est dans on s'est vu comme cela ici, la balle est dans le camp des Européens. Il faut résister à la pression américaine et trouver des solutions pour contourner les sanctions américaines. De nouvelles sanctions américaines viennent tout juste d'être annoncées par les États-Unis. Myriam Pirzadeh en direct de Téhéran pour BFM TV. De Téhéran
à Tel Aviv. Nous retrouvons Stéphane Amar. Le Premier ministre Netanyahou a bel et bien répété que l'Iran avait franchi la ligne rouge en tirant des roquettes. Du coup, est-ce qu'on peut craindre une escalade et de nouveaux tirs israéliens, Stéphane ? Alors c'est difficile bien sûr de répondre à cette question, mais la réponse serait plutôt non. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand il y a une escalade, et bien souvent ça s'enflamme tout de suite. Ça avait été le cas en 2006 lors du dernier affrontement entre le Hezbollah et Israël. Ça s'est passé à la frontière nord, mais cette fois-ci pas du côté du Golan, mais du côté de la frontière libanaise. En quelques heures, il y avait eu des centaines de roquettes de tirées, des dizaines de morts. On a bien vu aujourd'hui que l'on n'est pas du tout dans cette configuration. La journée a été calme après une nuit extrêmement chaude. La journée a été calme sur le plateau du Golan. Il y a un deuxième élément extrêmement important, c'est l'élément russe. Les Russes jouent en quelque sorte les intermédiaires dans ce conflit. Ce sont les alliés de l'Iran, ce sont les alliés de la Syrie, mais ils ont également une relation de confiance avec Israël. Cette semaine, Benyamin Netanyahou était en Russie où il a rencontré le Premier ministre. Il a été reçu une nouvelle fois avec les honneurs. Et donc les Russes jouent en quelque sorte le gendarme dans ce conflit, et ils ont tout intérêt à ce que la situation ne s'enflamme pas. Stéphane Amar, correspondant à Tel Aviv pour BFM TV. Régis Le Sommier, c'est vrai que les Israéliens ont réagi très très vite. On a bien compris là en écoutant nos correspondants à Téhéran et en Israël que maintenant il faut que la tension retombe. C'était ça l'intérêt israélien ? Frapper fort, donner un premier avertissement pour tout de suite qu'on comprenne ce qui se passe ? Alors c'était frapper fort dans un cadre précis. Je veux dire qu'il y a eu véritablement, après la décision prise par Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire iranien, une sorte d'appel d'air, une sorte de fenêtre d'opportunité pour Israël pour frapper. Et la frappe effectivement a été massive. Alors les Israéliens accusent les Iraniens d'avoir d'abord tiré. Ce qu'on sait des différents acteurs, c'est que même l'opposition syrienne a dit que Israël avait frappé d'abord. Donc on n'est pas dans une qui a frappé en premier. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la frappe israélienne, les 50 missiles qui ont été tirés par 28 avions apparemment sur des intérêts iraniens, enfin en tout cas liés aux gardiens de la révolution et liés à la présence militaire iranienne en Syrie, a été massive, et c'est un déploiement de force qu'on n'a pas vu depuis 1973, enfin depuis les guerres entre la Syrie et Israël. Donc là, on est dans une alerte rouge, dans quelque chose. Il y a aussi la riposte faite par les Syriens et les Iraniens et leurs alliés iraniens depuis le plateau du Golan sur Israël. Aucun missile n'a atteint Israël. Ils ont été, on l'a vu, interceptés d'abord, et les autres sont tombés sur le territoire syrien. Donc il n'y a pas eu véritablement, il y aurait entre 20 et 23 morts d'un côté. Donc voilà, c'est une nouvelle fois, une nouvelle escalade. Mais ce qu'on peut noter, c'est que c'est pas nouveau. Avant, Israël avait pour l'habitude de frapper les intérêts du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est pour partie désengagé de Syrie, puisque beaucoup d'opérations militaires sont dans une phase descendante en Syrie aujourd'hui. Vous savez, les grosses reconquêtes de villes, la Ghouta par exemple, ou la reconquête de l'Est de la Syrie sur l'État islamique, avait impliqué beaucoup les troupes du Hezbollah. Beaucoup de troupes du Hezbollah sont revenues au Liban. Aujourd'hui, elles ne sont pas complètement désengagées, mais les Iraniens sont toujours là. Et ce que craignent les Israéliens, ce qu'ils veulent éviter, c'est la disposition permanente d'intérêts militaires iraniens sur le territoire syrien. Ils ne pourront pas éviter qu'elle existe, mais ils veulent dire, et ce que disait votre correspondant aussi sur le terrain en Israël, c'est qu'il y a une manière aussi de mettre la pression sur Vladimir Poutine. La présence de Benjamin Netanyahou aux commémorations de la Seconde Guerre mondiale en Russie était aussi un signe de dire à Poutine, dites à vos alliés iraniens de ne pas trop s'approcher. Donc on est dans cette phase-là. On n'est pas dans une phase encore, on le souhaite, de guerre totale. Eh bien justement, venons-en à ce qui s'est dit en Europe, en Allemagne, du côté d'Aix-la-Chapelle, parce que si les Américains ont tourné le dos à l'accord passé avec l'Iran sur le nucléaire, cette tension inquiète bel et bien la chancelière Merkel, et elle a choisi ses mots aujourd'hui avec Emmanuel Macron pour parler de cette situation, et c'était une manière pour elle aussi d'interpeller les voisins européens. Les conflits se jouent devant les portes de l'Union européenne et les États-Unis ne vont pas nous protéger. L'Europe doit prendre son destin en main.
Ensemble, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont défendu leur position envers l'accord sur le nucléaire iranien. Nous savons que la situation est très difficile. Et l'escalade qui a eu lieu ces dernières heures nous démontre clairement qu'il s'agit d'une question de guerre et de paix. Et j'appelle toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue. Nous sommes signataires, nous restons. Et on demande à l'Iran de rester aussi dans l'accord et donc de ne pas reprendre. Et donc n'abandonnons pas ce que nous avons fait il y a maintenant près de 3 ans. Et évitons toute escalade. Malheureusement, la nuit dernière, vous avez encore vu qu'il y avait eu des tirs entre Iran et Israël. Le risque est une escalade, une montée en tension. Et j'ai dit, nous, on peut travailler sur quelque chose, c'est pour moi le deuxième axe, de plus large. Je prends Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis au mot. Ils nous disent, l'accord de 2015 sur le nucléaire n'est pas suffisant. Chiche, travaillons sur quelque chose de plus large. Ouais, Emmanuel Macron veut continuer d'essayer de discuter et de ramener tout le monde autour de la table des négociations. Le ton d'Angela Merkel était beaucoup plus grave. Elle dit aux Européens, attention, là, il y a vraiment danger, Bruno, jeudi. Oui, aujourd'hui, avec sa chapelle, c'est probablement Angela Merkel qui a prononcé les phrases les plus importantes et peut-être aussi les plus inquiétantes. Angela Merkel, on le sait, la chancelière est quelqu'un qui est économe de ses mots. Et lorsqu'elle dit les USA ne vont plus nous protéger, l'Europe doit prendre son destin en main, c'est un message à la fois de vive inquiétude, de dépit presque, d'impuissance et de crainte pour l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'Angela Merkel, elle se dit que finalement, ce qu'a fait Donald Trump, c'est la version la plus haute de ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, non seulement il se retire de l'accord, mais il veut des sanctions encore plus fortes. Angela Merkel, elle traduit une forme d'impuissance, une forme de pessimiste qui tranche un peu avec peut-être le discours d'Emmanuel Macron, qui lui essaie de s'accrocher à l'idée que cet accord peut être sauvé. Peut-être le sera-t-il, mais on sait que c'est compliqué, parce qu'il faut convaincre pas les Anglais, les Allemands et les Français qui ce matin ont fait un communiqué commun pour justement appeler à la désescalade, mais s'agissant du traité iranien, convaincre tous les Européens et ensuite garder les Russes et les Chinois. Donc c'est une partie extrêmement compliquée qui se joue et Angela Merkel a paru aujourd'hui extrêmement pessimiste. On pourrait ajouter également que tout à l'heure, ici même, en duplex, Jean-Yves Le Drian s'est montré également pessimiste lorsqu'il le dit pas exactement comme ça, il n'y a qu'un plan A, il n'y a pas de plan B, parce que le plan B derrière c'est la guerre. Ce sont des paroles extrêmement pessimistes ce soir. Bruno, jeudi. Les affaires françaises, ça reste les conflits sociaux du moment, la SNCF en particulier, avec les 2 prochains jours de grève qui sont prévus dimanche et lundi prochain. Des syndicats qui ont décidé de lancer une grande consultation en interne du 14 au 21 mai pour ou contre la réforme. Anne-Sophie Varmont. Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? Voilà la question qui sera posée aux cheminots par les syndicats lors de la consultation nommée Vote Action du 14 au 21 mai prochain. Une façon pour les syndicats d'essayer d'inverser le rapport de force. Le gouvernement compte sur l'essoufflement de la grève et donc pour essayer de continuer à peser sur le gouvernement pour les futurs amendements au Sénat, les syndicats ont imaginé cette consultation de manière à dire que l'ensemble, une majorité de salariés de la SNCF seraient contre le projet du gouvernement. Parce que les syndicats restent convaincus de l'opposition de la majorité du personnel de la SNCF à cette réforme. C'est une question de réponse à l'argument qui consisterait à dire que 80% des agents sont favorables à cette réforme. Nous, on trouve que c'est un moyen de permettre à certains de nos collègues de s'exprimer, mais surtout d'avoir à un moment donné une possibilité de pouvoir s'exprimer librement, parce que pour eux en ce moment c'est quand même très compliqué. Ce référendum est une première pour la SNCF. Un référendum sans aucune valeur légale, uniquement consultatif. De son côté, le gouvernement reste ferme sur ses positions. C'est une réforme qui ne concerne pas simplement la SNCF en interne, mais bien tous les Français. Donc les décisions se prennent au Parlement avec le gouvernement. Les organisations syndicales demandent aussi la tenue d'une table ronde avec le gouvernement la semaine prochaine. Et à 20h46, il est temps d'aller à Cannes. Votre programme avec Magnolia.fr. Trouvez en toute liberté la meilleure assurance sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
Candice Maut nous attend sur la croisette. Candice entre en lice en compétition. Le film français Plaire, aimer et courir vite. Il est signé Christophe Honoré. Christophe Honoré qui a fait sa montée des marches de façon assez détendue, vraiment sourire aux lèvres, entouré de ses acteurs. Et pourtant, c'est seulement sa deuxième sélection en compétition. Christophe Honoré, 11 ans après les chansons d'amour. Mais il faut dire qu'il connaît bien Cannes parce que finalement, il a un peu éclos ici. Il s'est fait connaître ici avec son tout premier film dans une section parallèle. Et ça s'appelait déjà 17 fois Cécile Cassard. Vous aurez noté l'affection de Christophe Honoré pour des titres un peu originaux. Et c'est vrai que celui-ci, Plaire, aimer et courir vite, lui ressemble aussi. Le film lui ressemble aussi beaucoup puisque c'est un film sans doute son plus autobiographique. C'est lui qui nous l'a confié. C'est une histoire d'amour entre Jacques et Arthur dans les années 90 sur fond d'année sida. Alors ça peut sur le papier rappeler un certain 120 battements par minute, souvenez-vous, Grand Prix à Cannes l'an dernier qui avait bouleversé la croisette. Mais ça c'est sur le papier seulement car ici pas de militantisme. On est vraiment dans une histoire d'amour. C'est Christophe Honoré qui nous l'a expliqué. On l'écoute. Quand j'ai envisagé ce film, je savais très bien que c'était pas un film autour du sida, mais c'est un film qui se passe dans les années 90, qui concerne quand même plusieurs personnages homosexuels et que le sida ne pouvait pas être absent de leur vie dans les années 90. C'est pas un choix politique ou délibéré ou je sais pas quoi, c'est plus parce que ça correspond à ma mémoire en fait, à cette manière subjective en fait qu'on avait de vivre avec le sida et en même temps de tout faire pour y échapper. Plaire, aimer et courir vite, qui est donc en ce moment même en projection dans le Palais des Festivals, juste derrière moi. Et vous pouvez vous aussi aller le voir dès ce soir, car le film est sorti aujourd'hui dans toute la France. Votre programme avec Magnolia.fr. Trouvez en toute liberté la meilleure assurance sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Candice Maut était avec Ouliana Malichev en direct de Cannes pour BFM TV. C'est le pont, c'est même le super pont cette semaine. On va regarder comment on roule sur les voies de France.